احمر هذاك تولي دير تصور مع الكل تعاود نزلات معها نزلات تعاود تعاود تصور اوكي اوكي donc هما des moments avant le souvent d'accord. كيفاش؟ اي مازال برشا اصباخي مازال برشا حوايج يا ولدي ليزا سافور مازالوا مازال وهكا لي ميني بروجي انت عندك ميني بروجي ولا؟ عندي ميني بروجي كملتهم صحيح.
Merci, Monsieur le Président. Merci tous les membres du jury. Aujourd'hui, je vais présenter dans le cadre de ma conférence d'habilitation mon parcours d'enseignant-chercheur qui s'étale sur une période d'environ une vingtaine d'années. Le titre que je choisis pour cette habilitation, que je dois peut-être le thème que j'ai abordé dans ce travail, et interaction, donc modèle d'expérience, stratégie de communication paramétrique appliquée à la mise en forme de code et médiatique. Je commence cette présentation par le plan. J'essaie donc de suivre au cours de cette exposé. Alors, de prime abord, je commence par le processus de formation, ensuite mes activités pédagogiques, puis mes activités de recherche plus marquantes, et je m'autorise donc cet exposé par les conclusions éducatives. Donc, je me présente. Alors, Ali Khalfallah, aujourd'hui j'ai 46 ans. Je suis actuellement maître assistant au département de génie mécanique à l'ISAC depuis 2007. Actuellement, je suis un chercheur au laboratoire de génie mécanique depuis 90 ans. Mon cursus universitaire sur le génie mécanique est transparent. Alors, en 2004, j'ai une thèse de doctorat de mécanique des animaux de la faculté des sciences chimiques. 97, j'ai mon droit de mécanique appliquée de l'investissement. 94, j'ai une prise d'emploi pour la faculté des sciences chimiques. Et finalement, 98, j'ai bac technique. Et ceci étant, je passe au deuxième point de cette présentation. Alors, si donc, je pense sur les activités professionnelles et pédagogiques, je vais directement par ces expériences professionnelles que je représente ici et qui sont donc classées par ordre chronologique décroissant. Donc, je vous l'ai dit, depuis 2007, je suis dans ma formation à l'ISAC de Suisse. En 2003, j'ai été recruté en tant qu'assistant en génie mécanique à l'ISAC de Suisse. Et puis, de 1998 à 2003, j'étais un assistant contractuel où j'ai enseigné donc, à l'ENIM, à l'IPSO, actuellement, c'est l'ISAC de Suisse. Bon. Ceci étant, je passe maintenant à pratiquement vous montrer mon expérience pédagogique et les enseignements que j'ai dispensés dans les différents établissements. Donc, essentiellement, j'ai enseigné des résistances des matériaux, des sciences des matériaux, des choix de matériaux, et des travaux pratiques aussi. Et puis, j'ai enseigné également de la technologie de mise en forme par des formations pratiques ainsi que des TP de simulation numérique. Voilà, donc ça c'est les enseignements que j'ai exposés à l'église, moi j'étais dans le contexte. Voilà. Bon, bref, encadrement, donc tout à fait au début, j'ai encadré 2 projets de fin d'études d'ingénieur à l'église. Et depuis 2004, donc j'ai assuré l'encadrement d'environ une dizaine de PFE de techniciens supérieurs. Alors, côté rédaction, maintenant, j'ai rédigé 3 fascicules de TP. Il y a un fascicule de notre cours, donc ce que vous voyez là, sur les pages de cadre de cette là. Voilà. À part donc, en outre donc, de mon expérience pédagogique, elle remarque son travail universitaire, donc je suis sous transparent. Alors, récemment, je suis membre de la commission des masters professeurs de génie mécanique. J'ai fait une conjointement de délibération des examens, coordinateur des travaux pratiques de l'accueil du matériau. En 2010, je suis donc membre du conseil de la norme collégiale, et tout à fait au début, donc j'ai organisé des séminaires hebdomadaires dans la GE. Alors, je passe maintenant au troisième point de cet exposé, donc je porte sur mes activités de recherche. Mais avant d'entamer ces activités-là, je voudrais bien parler de la structure de travail de laboratoire dans lequel j'ai fait mes recherches. Dans le laboratoire de construction académique, alors moi j'appartenais dans l'équipe d'enseigner le formage de changement de surface, et plus particulièrement au groupe qui travaille sur la mise en forme des formations. Bon, voilà, donc je voudrais bien aussi souligner les mots-clés de mes activités de recherche, qui sont donc la qualification expérimentale, l'identification de comportement, ainsi que la simulation par la méthode xénomorphique,
procédés utilisables tels que l'emboutissage de tôle et l'hydroformage d'études. Alors, en effet, mes activités de recherche se sont donc réparties sur les différents travaux qui ont été réalisés au cours de mon devoir, de mes travaux de thèse, de mes travaux aussi post-doctoraux, donc que je leur accorde ici le temps accordé à cette présentation. Alors, avant tout, j'aimerais tout d'abord rappeler des travaux que j'ai réalisés au cours de mon devoir, parce que ça représente pour moi les premiers pas de la recherche scientifique. Donc, ce sujet-là est les corrélations dans le comportement macroscopique de potrissage. Alors là, il s'agit de faire des essais de caractérisation d'une mode de potrissage en acier métastable postéritique des indices. On a classé les polylégumes de fromage pour évaluer sa formabilité. Et puis, dans notre côté, les observations microscopiques ont été faites, nous ont permis de comprendre du point de vue microscopique son comportement. Alors, les conclusions qu'on peut tirer de ce travail-là, c'est que la formabilité qui est indiquée dans les niveaux élevés de décourbure du fromage est attribuée à la présence d'une phase postéritique ductile. Mais cette phase-là, elle est limitée par l'apparition d'une phase dure, probablement qui se développe au cours de la déformation plastique, ce qui limite sa formabilité. Directement, donc, je passe à l'essentiel où je représenterai donc les travaux de thèse ainsi que les travaux postdoctoraux. Alors, avant tout, je voudrais aussi situer mes travaux dans leur cadre général. Alors, un jour, le développement des procédés de mise à part dans l'industrie automobile et le fruit du progrès technologique en termes de système informatique, de méthodes numériques développées, ainsi que les exigences économiques qui nécessitent alors la connexion massive des pièces avec le moindre coût, et également aux exigences écologiques qui imposent maintenant notre alimentation de qualité et un comportement fortement isotrope et complexe. Alors, l'utilisation des méthodes classiques pour réduire notre comportement est loin de la réalité expérimentale. Dans ces conditions, l'émergence des nouvelles méthodes et procédures pour analyser dans ce méthode-là est nécessaire. Alors, aujourd'hui, il est établi que la méthode finite est incontournable tant pour les laboratoires industriels que pour les laboratoires, tant pour les laboratoires de recherche académique que pour les laboratoires industriels, et ceci pour gagner du temps et de l'argent. Mais l'utilisation de notre essai simulation-là, ou la capacité prédictive de ces simulations-là, est fortement liée aux lois de comportement qui sont implémentées. Or, une simulation réaliste, elle nécessite l'implémentation des critères de plasticité avancée, c'est-à-dire des critères qui comportent donc un nombre énorme de coefficients anisotropiques qu'il faut les identifier. Alors, les essais utilisés dans l'identification des modes de comportement sont classés de deux catégories. Les essais classiques, considérés comme des essais homogènes, tels que les fractions simples, le pluriel, le complément dérivé, etc. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie donc, des essais inhomogènes. Là où on cherche donc ici un champ le plus hétérogène possible. Et au fil du temps, on observe bien le nombre des éprouvettes qui ont été optimisées et développées. Alors, pour récapituler, en ce qui me concerne, dans mes travaux, j'ai essayé d'apporter ma contribution à l'identification en utilisant, avec donc les moyens disponibles, les deux essais, le deux qui parlent de classe d'essai, et ceci à poursuivre les actions de recherche que je vais donc développer par la suite. Enfin, mes activités de recherche, je les classais donc en trois actions. Action 1, caractérisation expérimentale des flux. Action 2, l'identification du mode de comportement par un inverse. Et action 3, développement et mise en œuvre des stratégies d'identification de mode de comportement avancé à partir de ces points. Je passe directement à l'action 1, donc, qui concerne la caractérisation expérimentale des flux. Donc, j'ai réalisé donc, des essais de caractérisation sous méthode essais d'action, essais de mouvement. Il y a aussi de l'emplissage et aussi des mesures de mais le plus important de tout ça, c'est la réalisation d'une machine hydroformage qui a été réalisée dans le cadre de la thèse de Bosé. Et la performance et les capacités de cette machine-là nous a permis de réaliser plusieurs campagnes d'essais d'hydroformage.
et au alliage d'aluminium. Donc je cite la première comparaison des électroformages libres utilisés pour l'identification de notre comportement. Également, nous avons aussi réalisé des comparaisons d'essais sur des tubes hydroformés dans une matrice carrée. Alors, et puis ici, donc, je présente un deuxième dispositif donc, que je suis fabriqué donc, pour caractériser le comportement donc, des tubes sous compression latérale. Donc, l'objectif c'était donc de chercher les moyens, un nouvel moyen qui nous permet d'investiguer la possibilité d'identifier le comportement donc, des tubes à partir d'un dispositif ferro. Et ce travail-là réalisé au terme d'un master. Alors, la conclusion sur l'action 1. Donc, nous avons essayé de maîtriser un certain nombre de techniques expérimentales pour la caractérisation mécanique de l'avion. Ceci afin de disposer d'une base de données expérimentale riche, versatile que possible pour l'identification et la validation des données. Alors, je passe maintenant à l'action 2. Alors, qui porte sur l'identification du comportement par analyse inverse. Cette action-là va être donc développée en trois thèmes, trois points. Tout d'abord, je présenterai donc, les travaux relatifs à la thèse. Ensuite, les travaux relatifs aux postdoctoraux. Donc, sur l'identification d'un comportement de totalisateur, de fromage et l'identification de toute opération latérale. Alors, directement, mon sujet de thèse est l'identification des comportements bien homogènes et homogènes et des méthodes d'identification inverse. Le deuxième point, c'est de proposer une méthode d'analyse de sensibilité pour étudier l'effet de la variation des paramètres identifiés sur la réponse simulée. Alors, ici, je voudrais donc présenter le cadre général dans lequel donc, on a mené cette identification. Donc, tout d'abord, le cadre général de l'organisation, ici, on a considéré les cuissages isotropes de type de Swift. Les critères qu'on a identifiés sont représentés ici dans un ordre de complexité croissante, à savoir le critère isotropes transverse, I48, et puis donc le parlage de la 11. Ces paramètres de ces critères-là ont été identifiés dans le cadre de la plasticité associée et non associée. Les stratégies qu'on a développées ont été basées sur des essais tels que cette traction, qui nous fournit des cours de cruçage ainsi que des essais de traction plane réalisés sur des courettes larges. Voilà, et la méthode d'identification, c'est la méthode d'analyse inverse, un petit peu que laisse par une finie. Alors, je représente ici donc, rapidement des résultats qu'on on peut observer qu'à travers ces résultats, que l'approche qu'on a adoptée ici améliore ou nous présente des résultats qui sont très proches des observations expérimentales. Mais le plus important, c'est que quand on utilise un critère avancé, on améliore nettement les prédictions des résultats. Donc, pour conclure ce travail, dans cette thèse-là, on a pu donc, définir et mettre en œuvre les stratégies d'identification. Et l'essentiel à retenir dans tout ça, c'est qu'une bonne prédiction des résultats expérimentaux nécessite une analyse inverse et l'utilisation de critères avancés. Alors, pour valoriser donc, ces travaux, donc, je cite ici que la valorisation de ces travaux donc, est faite donc, par la soutenance d'une thèse de doctorat à la faculté de sciences de Tunis. Aussi, donc, je voudrais donc, mentionner que le manuscrit donc, qui est disponible sur le web a été maintenant cité 9 fois dans le Scholar Google. En plus de ça, approfondir la compréhension du dialogue d'expérience perdue. Deuxièmement, de savoir comment choisir, comment combiner les données expérimentales pour une meilleure identification. C'est-à-dire là, on a développé, on a travaillé sur le développement de nouvelles stratégies. Et troisièmement, donc, disposer d'outils pour la réalisation des essais à des fins d'identification et de validation. Donc, j'enchaîne directement par le deuxième point dans mes déclarations doctoraux. Donc, on a commencé à travailler à l'identification des voies de comportement du avec la thèse de
les motivations et les objectifs. C'est tout d'abord déterminer avec précision les paramètres de modèle de comportement de type Mathieu tubulaire. Et pour cette raison, on a développé des stratégies d'identification des paramètres qui sont basées sur l'analyse inverse. L'analyse inverse, elle aussi, elle se base sur un couplage d'un calcul non fini avec l'expérience par le biais d'une méthode d'utilisation. Donc, directement ici, donc les résultats, on a commencé d'abord par réaliser des essais de traction sur des éprouvettes coupées de cubes pour avoir les courbes de crissage et le coefficient d'entropie qui sont représentés dans ce tableau-là. Et puis, l'essentiel de ce travail, c'est la réalisation de ces deux formages avec la machine qu'on vient de montrer tout à l'heure. Donc, j'ai dit, deux campagnes ici d'essais ont été réalisées, des hydroformages à la utilisés pour l'identification, aussi donc, des essais de formage à différents niveaux de pression. Donc, les résultats expérimentaux en termes de hauteur en fonction de la pression interne sont représentés ici pour les deux matrices. Alors ici, c'est la technique d'identification inverse qui couple donc la réponse expérimentale à hauteur en fonction de la pression avec un calcul infini pour enfin nous donner les paramètres. Donc ici, les principaux résultats. Alors, je voudrais aussi mentionner qu'on a utilisé des méthodes analytiques afin de comparaison. Donc, les résultats de ces identifications sont résumés dans ce tableau. Et ces figures-là, ils montrent une représentation graphique de ces résultats. On peut observer que seulement dans les réponses qu'on a obtenues avec cette méthode inverse sont en bon accord avec l'expérience, et ceci pour les deux matériaux. Bon, en plus, donc, la validation. Cette validation a été faite sur deux niveaux. Tout d'abord, une validation sur l'essai lui-même, en termes d'épaisseur en fonction de la pression, et aussi en termes de prédiction des profils axiaux du tube. Mais le plus important, c'est la validation sur un essai qui n'a pas été utilisé dans l'identification. Ici, nous avons réalisé l'essai d'hydroformage dans une matrice carrée et on a déterminé le profil de l'épaisseur à travers une section transverse du tube. Lorsqu'on peut remarquer que pour l'acier, on a trouvé un bon accord, surtout lorsqu'on a employé la méthode inverse, les résultats sont peu acceptables en ce qui concerne l'alliage de la réunion. Alors, ceci est attribué, certes, à la limitation du critère de Hill 48 et probablement dans l'utilisation des critères plus avancés, plus sophistiqués, ça pourrait améliorer les résultats. Donc, le troisième point de cette présentation concerne ici une identification de notre comportement d'études soumis à une compression latérale par un poisson hémisphérique. Là, on veut identifier le paramètre de cristallage de ce tube-là en coïncidant la réponse de ce tube-là, c'est-à-dire l'effort accompli en fonction de son déplacement. Bon, on a considéré ici un cas isotrope dont les résultats sont résumés là, et puis une validation sur le tube, sur les profils axiaux et transversaux. En conclusion, dans cette action 2, nous avons mis en œuvre d'outils d'identification inverse de type recalage par élément fini appliqués à l'identification de l'anisotropie méthode, de l'anisotropie de comportement de formage des tubes hydroformés et en finalement à une application de compression latérale. Deux aspects donc, sur ce travail-là, je peux citer. Donc, tout d'abord, un aspect expérimental, réalisation de machines et des essais, et un aspect donc numérique, identification et simulation. Alors, on peut conclure que les méthodes analytiques de façon générale sont en désaccord, sont peu précises, c'est pas plus ou moins dans les désaccords avec l'expérience, alors que la méthode inverse présente un bon accord, sauf dans le cas de la réunion. Donc, ce qui nous ouvre des perspectives à utiliser dès que notre comportement à l'immunité. Bon, pour la compression latérale, je crois que des études plus approfondies sont nécessaires.
porte sur le développement et la mise en œuvre des stratégies d'identification des voies de comportement avancées. Alors, cette action-là va être développée en quatre points. Le premier point, c'est l'étude des faits du nombre et l'étude d'essais sur l'identification de votre comportement avancé. Le deuxième point, il va rapporter sur l'identification des voies de comportement avancé du sucre et de fromage. Bon, troisième point, il va porter sur l'identification, cette fois-ci avec des modèles relativement simples. C'est essentiellement des livres. C'est l'identification des lois de comportement des tôles à partir des essais de fromage hydraulique. Et le dernier, j'ai proposé ici une méthode originale, simple, permettant d'identifier les paramètres des propriétés des joints soudés. Alors, pas directement au contexte général, surtout pour les points que j'ai traités là, 1 et 2. Donc, il s'agit d'apporter une nouvelle réponse à une question qui est la suivante. Comment et quels sont les essais expérimentaux à utiliser pour identifier les paramètres d'anisotropie, des critères de précocité sophistiqués, pour améliorer la précision des prédictions de ces modèles de comportement. Donc, notre contribution consiste donc à apporter des réponses à travers deux applications, l'embouteillage des tôles et l'hydroformage. Donc ici, c'est les lois de comportement dans le cadre de l'ordre fédéral. Donc les lois de comportement élastoplastiques avec le mixage isotrope ont été considérées. Et les critères de précocité, d'ordre de complexité, donc 300 à 100 points, le critère de 1048, le BABA 91 et le Kazakou BABA 1000. Alors, je commence d'abord par le premier point, qui consiste à étudier l'influence du nombre et le type de données expérimentales sur la précision de l'identification du mode de comportement sophistiqué. Donc, sur ce transparent, je présente la base de données expérimentales disponible relative à deux matériaux à deux tonnes, l'une en acier TC06, l'autre en alliage d'aluminium. Cette base de données donc, va servir à établir des stratégies d'identification du mode de comportement. En tout, pour chaque matériau, on dispose de 21 données expérimentales, c'est-à-dire 21 essais, 21 essais AIMS. Pour étudier donc l'influence du nombre des types, il faut établir des stratégies d'identification. Alors, j'ai établi essentiellement trois stratégies. Dans la première stratégie, je vais utiliser tous les essais expérimentaux disponibles de 21 données. Dans la stratégie 2, je vais éliminer donc certaines données. Et dans la stratégie 2, je vais uniquement les essais relatifs à l'attraction simple réalisés dans c'est leurs différentes coefficients d'anisotropie en adoptant bien sûr l'écrémissage isotrope, donc il est déterminé pour les deux matériaux à partir de l'essai par ajustement des lois d'écrémissage avec l'essai de traction. Alors, le problème d'identification revient à un problème de minimisation d'une fonction objective, alors qui représente la différence entre le calcul et l'expérience. Alors, on marque ici de faisant cette fonction objective, on a les coefficients WI qui représentent des poids de pondération, si vous voulez, pour favoriser donc un essai par rapport à l'autre, ou bien des résultats expérimentaux par rapport. Alors, je passe maintenant aux résultats. Alors, vu le nombre important des résultats, je me contente de présenter l'essentiel, ou bien les résultats du maintenant, qui sont relatifs donc à l'acier DC06 et aux résultats de l'alternative numéro 2. Ce qu'on obtient là, ce sont deux résultats d'identification en termes donc, de profil, de coefficient d'anisotropie et le profil de l'attraction. D'accord? Suivant donc différents. Donc on observe ici bien que essentiellement le CP 2001 il donc permet de prédire l'anisotropie de le comportement mieux que les autres. Ceci confirmé par la représentation de la surface de charge, la surface de seuil. Donc on voit bien que cette courbe passe par les bancs expérimentaux. Ceci est confirmé aussi par le résidu, donc qui est calculé par cette stratégie qui est le minimum, ou le minimal, par rapport aux autres donc, stratégies utilisées et préférées. Bon, là, ici donc je voudrais bien donc, vous présenter la stratégie numéro
paramètres d'anisotropie d'un critère qui est le CV2001, qui nécessite 11 données expérimentales à partir uniquement de 6 données expérimentales qui sont déterminées à partir de cette traction. Donc dans ce tableau-là, je représente les deux matériaux, les données expérimentales à partir de traction et les données que j'ai appelées ça virtuelles, générées par un critère de plasticité tel que le IN91. Les résultats de cette identification, elles sont présentées là, c'est con. Donc on voit bien, donc avec la courbe rouge, qu'on peut décrire essentiellement l'anisotropie de ce matériau-là expérimentalement. Donc avec là, le profil de coefficient d'encore et l'attraction, et aussi donc l'attraction. Ce qui est en point bleu, ce sont donc les points virtuels. Alors, en même temps, ici, on peut représenter la courbe de surface de plasticité et la courbe en rouge, ça correspond à ce critère. Alors, ici, pour évaluer la capacité de ces méthodes-là, on passe à la confrontation modèle expérience avec la réalisation d'un essai d'emboutissage sur une méthode, c'est l'essai en droit utilisé par les constructeurs automobiles pour évaluer ou valider le comportement. Alors, les résultats de validation sont représentés sur ces figures-là. Alors, ce qu'on peut remarquer de ces figures-là, c'est que, essentiellement, le Kazakh-Barra, avec la stratégie qui utilise le maximum de résultats expérimentaux, et la stratégie que j'ai développée, qui utilise le peu d'essais expérimentaux et des résultats virtuels qui sont en bon accord avec l'expérience. Alors, maintenant, je vais passer au deuxième point, qui porte donc sur l'identification de votre comportement avancé pour l'étude, et je vais cette fois-ci exploiter les résultats concernant la stratégie numéro 4. Donc, les motivations de ce travail, c'est que dans les tubes, sont essentiellement des tubes anisotropes, donc surtout les tubes extrudés, et les méthodes analytiques qui utilisent donc un modèle de comportement isotrope sont insuffisantes. Et en plus de ça, on a constaté donc, que les essais utilisés pour la caractérisation des tubes sont peu nombreux. Donc j'ai proposé donc, cette stratégie pour l'appliquer sur le tube, qui consiste à utiliser donc, 3 essais de traction, des essais de gonflement hydraulique libre et des essais virtuels générés par le IELD 91. Donc, les résultats que je dispose pour mes tubes, les deux tubes, l'un en acier et l'autre en aluminium, se résument ici. Donc, ce que je représente en graphe sont les expériences et ce que, en caractère normal, sont donc les résultats virtuels. Alors, ici, donc, je représente les résultats de l'identification, donc à travers la représentation du profil du coefficient d'anisotropie et le profil des contraintes uniaxiales. Donc, on voit bien que seulement les critères donc, de CV2001 permettent de prédire l'anisotropie de ces matériaux-là. Bon, essentiellement, donc on n'a pas de problème avec l'acier, mais essentiellement pour l'alliage d'aluminium. Donc, il prédit bien l'anisotropie de déformation et l'anisotropie des contraintes. Ceci donc aussi confirmé par la représentation des surfaces de charge. Alors on a utilisé ces paramètres-là pour simuler l'essai d'hydroformage dur. Et là on représente la hauteur de report en fonction de la pression. Donc on voit très bien que essentiellement le CV2001 coïncide avec les points expérimentaux, les autres prédictions sont loin. Maintenant, côté confrontation et